Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis le docteur Gayam, anesthésiste et responsable de domaine médical à Barcelone. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet lié à l'anesthésie. Quand on parle d'anesthésie, il faut savoir qu'il existe également plusieurs subspécialités. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'entre elles, qui est la spécialité de l'anesthésie pédiatrique, c'est-à-dire l'anesthésie pour les enfants. Pour nous accompagner, nous avons le docteur Subirana, qui nous a déjà accompagnés sur des sujets liés aux mythes sur l'anesthésie, et qui va nous parler de l'anesthésie pédiatrique. Je lui demanderai simplement de faire une brève présentation d'elle-même pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour, je suis Laura Subirana. Je suis anesthésiste et j'ai été formée à Barcelone. J'ai étudié la médecine à Barcelone et j'ai été formée dans un hôpital public de Barcelone de 2007 à 2011. J'ai ensuite travaillé dans des hôpitaux privés et publics à Barcelone, où j'ai également travaillé dans le service d'anesthésie pédiatrique. L'un d'eux était purement pédiatrique. Et dans les autres, j'étais en anesthésie pédiatrique. La même question que je vous ai posée lors de l'autre interview. Il est vrai qu'il existe plusieurs spécialités dans le domaine de l'anesthésie, comme la chirurgie thoracique, l'anesthésie thoracique, l'anesthésie pour la traumatologie. Pourquoi avez-vous choisi l'anesthésie pédiatrique, qui est une spécialité que de nombreux anesthésistes redoutent? Oui, c'est un type d'anesthésie. Eh bien, initialement, avant de choisir la spécialité d'anesthésiologie, l'une des options que j'avais était également la pédiatrie, car c'est une spécialité que j'aime beaucoup. Le type de patient est très reconnaissant. Ensuite, lorsque j'ai décidé de faire de l'anesthésie, l'une des raisons, en plus de celle que j'ai expliquée lors de l'interview précédente, est qu'elle est très polyvalente, que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais que vous pouvez également vous spécialiser dans différents domaines. Et l'une d'entre elles était la pédiatrie. C'est pourquoi j'ai choisi la pédiatrie. C'est parce que j'aime le patient pédiatrique. J'aime beaucoup l'enfant et l'environnement qui l'entoure. Mais il y a tellement de différences. En général, on peut penser qu'un enfant est un adulte, mais en petit. Y a-t-il vraiment autant de différences entre l'anesthésie pour adultes et l'anesthésie pédiatrique? Il y a des différences, car c'est un patient très différent. Le traitement initial est évidemment différent. Au niveau des anxiétés, des peurs, vous jouez un rôle très différent. Et gagner la confiance de l'enfant dès le début pour faciliter les choses est très important lorsqu'on travaille avec un enfant, de le rendre plus facile à gérer. Contrairement à un adulte, il est important de chanter des chansons ou de jouer avec l'enfant. Ensuite, une fois que l'on entre dans le processus opératoire, le patient est beaucoup plus dynamique. Il faut connaître la physiologie et l'anatomie de l'enfant qui change jusqu'à l'âge adulte. C'est une subspécialité comme toutes les autres, qui nécessite de connaître toutes ses particularités. Outre l'enfant, je pense que dans ce cas, il faut également prendre en compte les parents. Parce que bien sûr, ce n'est pas la même chose pour un adulte de se faire opérer que de donner son enfant pour qu'il soit opéré. Comment fournir cette information ou comment traiter le parent pour que l'enfant puisse être opéré en toute tranquillité? Quelle est l'information que le parent doit recevoir pour se rassurer? Ou quelle est l'information que le parent doit avoir pour que l'enfant puisse se préparer pour le processus chirurgical? C'est l'un des sujets de discussion et de travail les plus actuels, je pense. Car c'est un peu d'humanisation qui est de plus en plus mise en œuvre et qui est difficile. Mais oui, vous vous retrouvez avec deux patients, car l'un est le petit que vous allez endormir, mais les parents font également partie du processus. Et de plus en plus, on trouve des moyens pour qu'ils soient plus impliqués dans tout ce que nous faisons. Même dans des situations qui ne sont pas directement liées à la chirurgie. Les parents peuvent être de plus en plus présents ou observateurs de ce que nous faisons. Jusqu'au moment le plus proche de l'endormissement.
En situation d'urgence ou d'hospitalisation, en soins intensifs ou en réanimation, on essaie d'avoir la présence des parents, surtout en tant qu'observateurs. Bien sûr, ils ne sont pas impliqués dans l'action, mais cela permet aux parents d'être tranquilles, sachant que nous faisons tout notre possible pour que l'intervention se passe bien et que l'enfant souffre le moins possible. Cela réduit le stress pour l'enfant et les parents. C'est très important car on pense souvent que l'on peut simplement mettre l'enfant dans la salle d'opération comme les adultes, mais ce n'est généralement pas le cas. Vous avez mentionné précédemment que les parents peuvent entrer dans la salle d'opération. Cela signifie que les parents peuvent accompagner les enfants dans la salle d'opération. Dans certains centres, oui. Cela est en cours de protocole. Ce que l'on permet, c'est de laisser les parents entrer autant que possible. Normalement, si l'enfant entre seul dans la salle d'opération, il a déjà reçu une sédation avec son père. Ainsi, l'enfant ne se souvient pas de la séparation d'avec ses parents. Il y a d'autres centres où les parents entrent avec les enfants, même avec des jouets ou des poupées qu'ils décident. Il s'agit de trouver le point de tranquillité maximal pour les parents et les enfants, afin que les professionnels puissent travailler efficacement. D'accord. Et quels sont, disons, les outils que vous utilisez pour essayer de réduire le stress après la séparation avec les parents? Et je pense que cela varie également selon les centres. Chaque centre dispose de ses propres ressources et suit ses protocoles, car il est évident qu'il faut également tenir compte de l'hygiène de la salle d'opération et de sa stérilité. Ainsi, il y a des centres qui sont plus rigoureux à ce sujet et qui essaient de limiter la présence des parents. Mais il existe de nombreux outils. Au départ, nous disposons d'outils pharmacologiques tels que des sédatifs initiaux, mais également de jeux avec des infirmières spécialisées en pédiatrie qui interviennent. De plus en plus, le monde est également devenu plus technologique, et des tablettes, des dessins, des Nintendo, etc. sont utilisés. Ainsi, au moment où nous installons la perfusion, une infirmière est là pour jouer avec l'enfant ou lui montrer quelque chose qui le tranquillise, dans un environnement calme, pendant que l'autre infirmière et l'anesthésiste posent la perfusion et qu'il ne s'en aperçoit même pas, car ils lui ont déjà administré l'anesthésique locale. Une autre chose est que les parents pensent souvent qu'il faut tromper les enfants pour les emmener au bloc opératoire, pour qu'ils ne soient pas stressés les jours précédents. Que pensez-vous de cela? Faut-il tromper les enfants ou faut-il leur expliquer à l'avance et commencer à les préparer plusieurs jours avant l'opération? Il faut commencer la préparation le plus tôt possible. Lors de l'entretien précédent, nous avons parlé de la peur, et j'ai répondu que la première chose était l'incertitude. Les enfants ont également de l'incertitude. Les enfants ne sont pas bêtes. Très jeunes, ils comprennent que quelque chose se prépare à la maison et qu'ils vont probablement aller chez le médecin, ou non. Le fait de leur cacher les choses les rend encore plus anxieux. Le jour de l'opération, lorsqu'ils arrivent et découvrent qu'il se passe quelque chose, mais qu'ils ne savent pas quoi, cela crée également de l'incertitude pour eux. Nous ne pouvons pas espérer qu'ils nous fassent confiance dans ces conditions. De nombreuses études actuelles cherchent donc à rapprocher le monde hospitalier et ce qui va se passer pour l'enfant, à l'aide de technologies audiovisuelles, de sorte qu'il puisse comprendre en fonction de son âge depuis chez lui. Qu'il puisse voir ce qu'est une salle d'opération, ce que nous allons lui faire, s'il y a quelque chose au pied ou une hernie, etc. Qu'ils commencent à se préparer à leur niveau en fonction de leur âge. D'accord. Mais j'ai par exemple une question à ce sujet, car je suppose que cela dépend un peu de l'âge. Je prends un exemple. J'ai une fille de 2 ans et demi. Je suis médecin, mais chaque fois que je lui parle de l'hôpital, c'est un drame. Donc si demain nous devions l'emmener au bloc opératoire ou voir un pédiatre ou autre, faut-il lui dire 4 jours à l'avance? Car 4 jours avant, elle me dira « Maman, non, hôpital, non !»
Dans ces cas-là, faut-il insister ou y a-t-il des techniques à mettre en pratique pour qu'elle commence à perdre cette peur? Il existe des techniques, des ressources. Cela dépend de la raison de la visite à l'hôpital. Si elle voit que se rendre à l'hôpital ou simplement rendre visite à un médecin ne fait pas mal ou ne lui cause pas de problème, c'est positif pour elle. Cela l'aide à perdre un peu sa peur de ce qui peut lui arriver chaque fois qu'elle va à l'hôpital. Mais il y a également des histoires adaptées à différents âges qui aident. Que ce soit des histoires physiques en papier ou des histoires virtuelles, numériques, qui aident, selon l'âge, à comprendre ou à jouer un peu à ce qui va se passer ou ce qu'il aura. Il est vrai que pour les tout petits de 2 ans, c'est encore difficile. Mais leur parler de façon naturelle à la maison les aidera à ce que ce ne soit pas vraiment dramatique quand ils arrivent à l'hôpital. Une autre chose que j'ai beaucoup vue lorsque j'ai pratiqué l'anesthésie pédiatrique et qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'au moment de la séparation avec leurs enfants, les parents se mettent à pleurer à chaudes larmes. Il est vrai qu'il faut exprimer ses sentiments, etc. Mais que pensez-vous de cela? Car pour moi, ce n'est pas quelque chose qui rassure vraiment l'enfant. Quelle a été votre expérience, vous qui avez travaillé davantage dans le domaine de la pédiatrie? Eh bien, nous disons toujours que l'enfant reflète ses parents, ou que l'anxiété qu'il a, ou qu'il nous exprime en salle d'opération, est souvent fondée sur quelque chose. L'enfant est vierge, entre guillemets, de ce qui lui arrive. Donc si le parent transmet la tranquillité, explique les choses, dans la plupart des cas, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, c'est un enfant qui arrive tranquillement en salle d'opération, heureux, et c'est beaucoup plus facile de travailler avec lui. Les parents sont des adultes, et finalement, il n'y a rien de mal à ce que le parent pleure une fois que l'enfant est parti, en attendant. Et bien sûr, en tant que mère, les nerfs sont là, et tant que votre enfant ne sort pas de la salle d'opération, vous êtes là. Et si les larmes coulent après, c'est mieux, n'est-ce pas? Mais bien sûr, l'enfant qui voit son père pleurer va penser qu'il va dans un endroit qui ne convient pas. Donc l'enfant entre en pleurant et effrayé. Oui, en parlant de ma propre expérience, mon fils aîné a été opéré. Et il est vrai que tout ce que vous avez raconté à propos de la tranquillité, on lui en parlait déjà quelques jours avant. Il avait 4 ans quand il a été opéré. Nous en avons parlé 5 jours auparavant en lui expliquant ce qui allait se passer et tout. L'expérience était beaucoup plus calme et le fait que nous l'accompagnions jusqu'à la salle d'opération l'a également beaucoup calmé. Et l'expérience a été complètement différente. Il est vrai que le reflet du parent envers l'enfant, comme tu le disais auparavant, aide vraiment. Dans l'autre interview, nous avons parlé de jeunes, et vous avez mentionné qu'il y avait certains points qui étaient différents chez les enfants. Quels sont ces points? Eh bien, surtout chez les plus petits. Pour les plus grands enfants, le jeûne pour les solides est toujours de 6 heures et pour l'eau, c'est 2 heures. Mais en ce qui concerne les bébés allaités ou les nourrissons qui allaitent, il y a un certain désaccord entre les sociétés, car évidemment, lorsque le bébé jeûne, il peut se déshydrater ou subir une hypoglycémie, et son taux de sucre dans le sang peut chuter. Donc nous essayons de limiter le jeûne autant que possible. Certaines sociétés suggèrent même 1 heure de jeûne pour l'allaitement. Mais cela n'est pas encore approuvé par la société espagnole. Ainsi, en fonction de l'enfant, nous avons 2 heures d'eau, 3 heures d'allaitement, 4 heures de nourriture en formule, puis tous les aliments solides, le lait de vache et le reste des purées sont de 6 heures. Mais pour les nourrissons, nous ajustons beaucoup plus ces heures de jeûne afin qu'ils ne se déshydratent pas ou ne subissent pas d'hypoglycémie. Eh bien, si vous deviez renaître, étudieriez-vous à nouveau la médecine et vous spécialiseriez-vous ensuite en anesthésiologie? Je pense que oui.
La vérité est qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Mais je suis satisfaite de ce que je fais. J'aime vraiment la médecine et dans ma spécialité, l'anesthésiologie également. Il est vrai qu'il y a des moments très difficiles dans notre travail, à la fois à cause des cas que nous traitons, qui peuvent être vraiment difficiles, et aussi parce que nous travaillons beaucoup, de nombreuses nuits sans sommeil. Et il y a des moments où l'on remet les choses en question. Mais dans l'ensemble, je suis très heureuse de ce que j'ai choisi, et cela me satisfait. Donc, je pense que je serais de nouveau médecin anesthésiologiste si je le pouvais. Bon, maintenant tu as parlé de moments difficiles, et cela m'a rappelé l'un des moments difficiles que nous avons vécu ensemble il y a presque 10 ans aujourd'hui. Étant de garde, on nous a appelés pour un cas, et quand nous sommes arrivés là-bas, c'était une connaissance. Et nous sommes restés là toute la nuit à essayer de nous en sortir. Et ce fut l'un des moments les plus difficiles, et je pense ne jamais pouvoir l'effacer de ma mémoire. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accordé une partie de votre temps. Et vous savez que c'est votre maison, et vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Eh bien, j'espère que l'interview vous a plu. Laissez-nous en commentaire ce que vous avez aimé ou pas, et quelles ont été les expériences que vous avez vous-même vécues dans le domaine chirurgical, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants. À la prochaine. D'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.